Dans cette vidéo, nous allons parler de la vérification pré-vol des parachutes de sauvetage et de la façon de les utiliser si une évacuation du planeur s'avère nécessaire. L'occurrence d'une évacuation et d'assaut en parachute est statistiquement très faible, mais l'expérience prouve qu'elle n'est pas nulle. C'est la raison pour laquelle il faut prendre soin des parachutes et qu'il ne faut pas négliger leur vérification ni la façon de s'en équiper. Dans cette vidéo, nous allons plus particulièrement parler de 3 types de parachutes. Les Specon RE5L, les parachutes de France P512 et les parachutes nationales 360, 425 et 490. Mais les consignes qui vont suivre s'appliquent à la plupart des parachutes utilisés dans les clubs de vol à voile français. Les parachutes de sauvetage sont différents des parachutes utilisés en parachutisme sportif. Ils sont conçus pour sauver la vie d'un utilisateur qui évacue un aéronef en vol, même s'il n'a jamais pratiqué le parachutisme. Ces parachutes de sauvetage ne bénéficient d'aucune sophistication particulière et la plupart ne sont pas dirigeables. Leur voile n'est pas plié dans un sac de déploiement, ce qui permet une ouverture quasi immédiate, 1 à 3 secondes. La perte de hauteur lors de l'ouverture est donc faible, ce qui accroît les chances de survie de l'utilisateur. L'inconvénient est néanmoins que le déploiement de la voile peut être violent et accompagné d'une décélération très forte. Il faut donc prendre soin d'être bien harnaché. Ces parachutes sont à usage unique. Ils sont fabriqués principalement en nylon, qui est un matériau solide, mais qui est vulnérable aux rayons UV, à l'humidité excessive, aux produits corrosifs, aux hydrocarbures, ainsi qu'à la poussière. Ils doivent donc être stockés dans leur housse, dans un local à l'abri de la lumière et de l'humidité. Pratiquement tous les parachutes sont homologués pour supporter un poids de 110 kg. Mais attention, il y a une exception. Il s'agit des parachutes américains National 360 et National 425, qui sont respectivement limités à 80 kg et 95 kg. Si en tenue de vol vous dépassez ces poids, veillez à ne pas utiliser ces types de parachutes. Détaillons maintenant la vérification pré-vol. Pour cela, il faut aller chercher le parachute dans le local de stockage et le sortir de sa housse. Attention, lors de la manipulation des parachutes, il ne faut pas les saisir par les parties fragiles, encolures, rabat des sacs, etc., mais par les sangles principales du harnais, en faisant attention de ne pas tirer accidentellement sur la poignée d'ouverture. La première chose à vérifier est la date de validité qui est basée sur le dernier pliage. En Europe, les parachutes de sauvetage sont généralement repliés tous les ans. En fonction des clubs, cette date de validité peut être vérifiée sur une étiquette apposée au niveau des aiguilles ou encore sur un tableau général regroupant les informations de tous les parachutes. Il faut ensuite vérifier l'état général du sac, des harnais et des boucles. Vérifiez notamment l'absence d'humidité ou de taches de pollution, par hydrocarbures par exemple. Vérifiez également qu'il n'y a pas de déchirure ou de dégradation provoquée par les rongeurs. Les harnais et les boucles doivent être intègres et coulisser librement. L'étape suivante consiste à vérifier l'état et le positionnement des aiguilles. Pour cela, il faut ouvrir le rabat, qui est généralement fixé avec du velcro. Concernant les aiguilles, il y a 3 choses à vérifier. Elles ne doivent pas être tordues, elles doivent être suffisamment enfoncées, et le cône ne doit pas être superposé à l'œillet. Si c'est le cas, il faut dégager un peu l'aiguille. Il faut ensuite replacer le rabat et vérifier qu'il est bien en place. Sur les parachutes de marque nationale, qui ont un rabat de forme triangulaire, cette opération est délicate et nécessite une attention particulière.
Les dernières choses à vérifier sont le câble et la poignée d'ouverture. Le câble doit présenter un mou d'environ 10 cm. Cette vérification permet de contrôler qu'il n'y a pas de blocage ou de mauvais cheminement du câble jusqu'aux aiguilles. Si une poche de logement est prévue pour stocker la poignée, comme c'est le cas des parachutes de France et des Spécon, il faut vérifier que la poignée est bien enfoncée dans cette poche et s'assurer que le mou du câble est lui aussi à l'abri dans le logement. Si la poignée est directement stockée dans la gaine du harnais, comme c'est le cas pour les parachutes nationales, il faut vérifier son bon positionnement. Pour ce type de parachute, il est normal que le mou du câble reste à l'extérieur. À l'issue du dernier vol de la journée, il faudra remettre le parachute dans sa housse et le ranger dans le local à l'abri de la lumière et de l'humidité. Il faut le stocker à plat, l'extracteur vers le haut. Parlons maintenant de la façon de s'équiper du parachute. Il est indispensable de prendre le temps de bien ajuster son parachute et de vérifier ses propres réglages. Ils ne doivent être ni trop serrés, pour ne pas altérer le confort en vol, ni être trop lâches, pour éviter de passer au travers du harnais en cas d'évacuation. Vérifiez en particulier que la sangle de poitrine est ajustée à la bonne distance du visage, qu'il n'y a pas plus d'un travers de main entre les épaules et la partie haute du harnais, que le sac est bien remonté dans le dos, que l'excès éventuel de sangle est bien rangé dans les cuissardes, et il faut également repérer la position de la poignée et vérifier qu'elle est bien toujours en place dans son logement. Détaillons maintenant la procédure d'évacuation du planeur et d'ouverture du parachute. Cette procédure comporte 4 séquences dont la chronologie doit être impérativement respectée. 1. Larguer la verrière. 2. Dégrafer les ceintures. 3. S'extraire du cockpit. 4. Tirer la poignée d'ouverture. Détaillons chaque séquence. La procédure de largage de la verrière est décrite dans chaque manuel de vol. La position de la ou des poignées de largage de la verrière, ainsi que le sens de fonctionnement, doivent être repérés avant le vol à l'aide des pictogrammes. Par convention, les poignées d'éjection de la verrière sont toujours de couleur rouge. Pour garantir l'éjection de la verrière, il peut être utile de pousser celle-ci vers l'extérieur afin de céder du vent relatif. Sur un planeur biplace, la priorité sera donnée au largage de la verrière avant pour éviter qu'elle ne heurte le pilote en place arrière. Il sera indispensable de parler très fort pour couvrir le bruit ambiant. Pour dégrafer les ceintures, il faut procéder suivant le type de boucle, puis écarter ces ceintures de manière à ce qu'elles n'entravent pas l'extraction du cockpit. S'extraire du cockpit ne sera pas forcément aisé. La procédure conseillée consiste à dégager les jambes du dessous du tableau de bord pour éviter d'être emprisonné par celui-ci et de prendre le maximum d'appui pour se redresser et quitter le cockpit. Pour tirer la poignée d'ouverture, une fois en dehors du cockpit, recherchez visuellement cette poignée et ne plus la quitter des yeux. Sa position peut varier en hauteur suivant l'ajustage du harnais. La recherche visuelle se fera dans le sens de la hauteur, le long de la sangle principale gauche. Saisir la poignée fermement à une ou deux mains et la tirer en effectuant un geste ample vers le bas dans l'axe de la gaine. En moyenne, l'effort est de l'ordre de 10 kg. Si l'évacuation a lieu en dessous de 1000 mètres de hauteur, tirez la poignée dès l'évacuation. Si l'évacuation a lieu plus haut, attendre si possible quelques secondes avant d'ouvrir le parachute, dans le but de s'éloigner suffisamment du planeur ou de toute partie pouvant graviter autour de celui-ci. Jetez la poignée d'ouverture afin d'avoir les mains libres pour la suite de la procédure. Si le parachute est doté de poignées de commande sur les élévateurs arrière, on tire celle qui est du côté vers lequel on veut tourner. La vitesse de rotation est différente selon le type de parachute. Elle est de l'ordre de 30 secondes pour effectuer un tour complet. S'il n'y a pas de poignée de commande, il faut saisir un élévateur arrière et le tirer pour tenter de s'orienter.
l'effort à fournir sera beaucoup plus important et la rotation beaucoup plus lente, voire nulle si la voile n'est pas équipée de fenêtres. À 50 mètres du sol environ, soit moins de 10 secondes avant le toucher, prendre la position d'atterrissage et ne plus la quitter jusqu'au contact avec le sol. La position doit être tonique mais sans raideur, et il est impératif de rester bien groupé en s'interdisant de refuser le sol. Les pieds doivent être joints et serrés, semelles parallèles au sol. Les jambes sont serrées et toniques, légèrement fléchies, de manière à avoir les pieds sous le corps. Les mains se situent à hauteur et en avant des épaules, sur les sangles principales du harnais, coude au corps. La tête est rentrée dans les épaules, le menton sur la poitrine et le haut du corps légèrement arrondi. De cette façon, les zones hachurées en rouge, qui sont les plus sensibles, seront mieux protégées. La technique du roulé-boulé doit être utilisée pour la réception au sol. Détaillons le principe de cette technique qui peut être réalisée même si l'orientation par rapport au vent n'est pas optimale. Juste avant la prise de contact, orientez légèrement les pieds de travers par rapport à l'axe de déplacement horizontal dû à la dérive pour éviter une chute à plat de face. Au contact du sol, fléchir les jambes avec tonicité en évitant de se laisser tomber. Présenter une fesse au sol par rotation du tronc. Se laisser rouler sur le dos vers l'épaule opposée à la fesse. Enfin, laissez passer les jambes serrées au-dessus du corps jusqu'à l'immobilisation totale. Pendant le roulé-boulé, tous les membres doivent rester groupés pour éviter les chocs. Il faut surtout bien penser à rentrer la tête entre les épaules et le menton sur la poitrine. Si la voile traîne le pilote, il faut se mettre immédiatement sur le dos, tête et épaules relevées pour les protéger, et chercher à déboucler d'abord la sangle de poitrine, puis chaque cuissarde. On cherchera enfin à sortir du harnais en relevant les bras dans l'axe du corps. Pour terminer, revoyons les points clés de cette vidéo. Si on utilise un parachute américain de marque nationale, il faut s'assurer qu'on ne dépasse pas le poids maximum défini pour le type de parachute donné. Avant de prendre un parachute, il faut vérifier sa date de validité. Il faut également vérifier l'état du sac, des aiguilles, du harnais, du câble et de la poignée. Il faut prendre le temps de bien régler le harnais à sa taille et de s'équiper correctement, car sur ce type de parachute, l'ouverture est brutale. À l'issue du dernier vol, il faut remettre le parachute dans sa housse et le ranger dans le local à l'abri de la lumière et de l'humidité. La procédure d'évacuation comporte 4 séquences dont la chronologie doit être impérativement respectée. 1. Larguer la verrière. 2. Dégrafer les ceintures. 3. S'extraire du cockpit. Et 4. Tirer la poignée d'ouverture. À environ 50 mètres du sol, prendre la position d'atterrissage et se préparer à faire un roulé-boulé. Dans cette vidéo, nous avons vu l'utilisation du parachute. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des références visuelles.